Bonjour à tous, normalement vous devez me voir. Je vous propose d'attendre que les derniers participants rejoignent la session et puis on démarrera. Merci à tous d'être là avec nous et bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Ça semble bon. Oui. Super, merci. Je lancerai un mode diaporama quand on sera tous là. En attendant, je laisse sur cette disposition. Écoutez, je pense on va pouvoir démarrer. Je me mets en mode diaporama pour que ce soit plus lisible pour tout le monde.
Dernière confirmation, Christelle, tu me dis si jamais à un moment tu m'entends plus, tu me le signales. Ok, sans Ça marche. souci. Bon, écoutez, bienvenue à tous. Merci d'être là avec nous pour discuter de ce très beau sujet, de ce vieux sujet presque, parce que l'omnicanal existe depuis longtemps, mais c'est un sujet qui reprend des couleurs en ce moment. Je remercie les équipes de Meta qui se joignent à nous pour cette prise de parole, donc Guillaume Cavaroc, que vous connaissez sans aucun doute, et Xavier Sureau, qui viendront apporter le regard de Meta sur ce sujet. C'est un regard d'autant plus pertinent que Meta, comme vous le savez, a été un des premiers à aborder ce changement qu'est l'introduction du server-side, la fin des cookies tiers, avec les fameux CAPI, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et pour faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, ben oui, le monde digital change. Alors on avait un peu choisi le digital parce que ça changeait justement et que c'était sympa, parce que ça changeait tout le temps. Ça change une fois de plus, c'est une grande révolution qui est en cours. On a un nouveau standard qui se met en place, qu'on appelle le server-side. Ce ne sera pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, bien sûr, mais vous verrez que c'est relié. Et alors, bien sûr, c'est un événement de plus dans les agendas d'équipes digitales qui sont déjà chargés, qui ne manquent pas d'activité. Mais je dirais que ce changement qui est en train de se dérouler a au moins deux qualités ou deux bénéfices. Le premier, c'est qu'il organise une convergence des méthodes de tracking. Vous vous souvenez, on utilisait, et on utilise toujours, mais si je me projette il y a beaucoup plus longtemps, des tags pour mesurer ce qui se passait sur le web, des SDK pour mesurer ce qui se passait dans des applications mobiles, et puis des échanges FTP ou SFTP pour des échanges de données magasins, etc. Donc on avait une hétérogénéité de pratiques et de méthodes au service d'un projet qui finalement était le même, rassembler la donnée pour pouvoir mieux l'actionner et l'activer. Aujourd'hui, on a une convergence des méthodes de tracking qui va sans doute nous aider à franchir quelques obstacles qui limitaient notre progression sur ce sujet de l'omnicanal. Donc pour la première fois, l'omnicanal aurait un terrain de jeu où il pourrait davantage s'exprimer qu'il l'a fait auparavant, et c'est tout l'enjeu de ce webinaire. Dans l'agenda, alors, voilà, pardon, l'agenda. Je suis passé évidemment sur la présentation de Commandos, ce qui fera de mal à personne. On est éditeur d'une plateforme technologique qui couvre toute la chaîne de valeur de la donnée, de la collecte, notamment dans le contexte du consentement post-GDPR et du server-side, et puis on va jusqu'à l'activation en passant par l'attribution-contribution. Mais concentrons-nous sur le sujet du jour, l'agenda. Voilà le programme qu'on vous propose. Un premier point qui sera soulevé par Guillaume sur les contextes et l'enjeu, c'est pourquoi s'intéresser aux conversions offline aujourd'hui, pourquoi c'est un enjeu pour vous tous. Je me permettrai de revenir, suite à l'introduction de Guillaume, sur les premières tentatives qu'on a menées concernant le lien entre campagne online et vente offline, parce que ce sont des sujets qu'on a travaillé tous historiquement longtemps. Et je ferai une petite présentation de projets qui sont particulièrement symptomatiques et puis des difficultés qu'on rencontrait à l'époque. Guillaume reprendra la main pour expliquer justement le fait qu'un certain nombre de barrières ont été franchies et que désormais il y a de nouvelles opportunités sur le marché en matière d'omnicanal. On passera ensuite la main à Xavier et Christelle qui nous parleront de l'implémentation de CAPI Offline, puisque CAPI Offline, c'est le dispositif qui va vous permettre d'imaginer cette intégration des ventes magasins dans l'ensemble du dispositif, et puis qui va vous permettre ensuite de suivre toute une chaîne de valeur que Meta vous propose. Et puis, on viendra justement sur cette chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'une fois que l'intégration est faite, qu'est-ce qu'on peut en tirer, et ça sera le dernier point qu'on abordera aujourd'hui. Voilà. J'espère que c'est clair et qu'on couvrira tout. Évidemment, les questions-réponses, on les garde si ça vous va pour la fin, bien sûr. Et puis, il y a un petit sondage qui est apparu auquel vous pouvez participer, qui permettra à chacun de comprendre un petit peu où nous en sommes. Guillaume, je te passe la main pour cette première partie. Super, merci Mickaël pour cette intro. Je suis Guillaume en charge des activités retail et e-commerce chez Meta. Peut-être simplement pour revenir en 2 secondes sur le contexte, pourquoi est-ce que l'omnicanalité aujourd'hui est si importante dans le cadre du marketing digital? La première raison, si tu passes sur le prochain slide, Mickaël, c'est que on l'a tous vu sur les 20 dernières années, très forte croissance du e-commerce, un gros pic pendant le Covid. Mais on remarque aussi que depuis 2-3 ans, la progression du e-commerce au sein des ventes totales ralentit. Alors, ça dépend des secteurs, ça dépend des zones géographiques. Il y en a qui sont plus en retard que d'autres. Mais globalement, on n'est plus sur les mêmes taux de croissance
qu'on avait avant. Alors, où est-ce que le plateau se trouve? C'est une question bien complexe à répondre, et c'est pas le sujet, mais c'est de se dire, quoi qu'il arrive, ça reste une part très minoritaire. Moi, parmi les grands annonceurs retail que j'accompagne, les plus pénétrés sur le e-commerce sont peut-être à 30-35% au maximum, mais lorsqu'on regarde l'alimentaire, c'est très souvent moins de 10%, et en moyenne, c'est entre 10 et 15%. Donc, s'intéresser aux ventes magasins aujourd'hui et plus que jamais demain est absolument clé. Si tu passes sur le slide d'après, simplement pour corroborer ce que je viens de dire, on sait qu'en France, on est plutôt en retard en termes de pénétration par rapport à des acteurs comme le UK ou même les US. Mais voilà, même si demain on arrivait au niveau de la moyenne mondiale, on ne serait jamais qu'à 20% des ventes sur les e-commerce et toujours 80 en magasin. Le deuxième point sur le slide d'après, c'est que aujourd'hui, encore plus que le développement des ventes e-commerce, moi, ce que je vois, c'est vraiment la transformation des clients, qui soient des clients online ou des clients offline, en clients omnicanaux. Et pourquoi? Parce qu'un client omnicanal, dans n'importe quelle enseigne, il a plus de valeur qu'un client monocanal. Vous voyez ici des études macro qui montrent qu'en moyenne, ça achète à un taux de fréquence 70% plus fréquemment qu'un client monocanal, avec également des paniers plus importants. Et enfin, le dernier point, c'est sur le slide d'après, c'est qu'aujourd'hui, les investissements en marketing et en publicité digitale ont dépassé les 50%. Donc aujourd'hui, en moyenne, un annonceur dépense plus de 50% de son budget sur du online. Et donc, se limiter à une vision purement, vente e-commerce de ces investissements online, évidemment, ça fait absolument pas sens, et je pense que vous en êtes tous convaincus. Mais jusque-là, la technologie, les organisations, certains aspects juridiques au moment de la mise en place du RGPD il y a quelques années, faisaient que c'était pas simple, voire pas possible de réconcilier ça. Et nous-mêmes, on s'est très longtemps focalisé sur Meta, sur mesurer l'impact des investissements sur Facebook et sur Instagram, sur les ventes e-commerce des enseignes, comme le disait Michael, via historiquement des pixels ou des SDK, plus récemment via des intégrations server-side. Aujourd'hui, le paradigme a complètement changé, et notre priorité, parce qu'on s'adapte évidemment aux priorités de nos clients et de nos annonceurs, c'est de comprendre l'impact de ces plus de 50% des investissements qui se font aujourd'hui sur le digital, sur l'intégralité du business. Et comme on l'a vu, l'intégralité du business, c'est entre 80 et 90% des ventes qui viennent en magasin. Donc, on reviendra un petit peu après dessus, évidemment, plus en détail. Mais aujourd'hui, nos gros focus, c'est de pouvoir cibler les audiences offline, de pouvoir mesurer l'impact des campagnes sur Facebook et sur Instagram sur les ventes magasins, via notamment, non pas des notions d'attribution, mais des notions d'incrémentalité, via des A/B tests sur lesquels Xavier reviendra plus tard. Et puis, vous le verrez même à un moment qu'on sera en capacité en fait d'optimiser sur des signaux offline, et donc de faire comme on a fait historiquement avec un pixel en ligne, de venir faire travailler l'algorithme sur des ventes magasins pour aller être le plus efficace possible, et au final baisser les coûts d'acquisition et améliorer la performance de ces campagnes sur la génération de trafic et de ventes en magasin. Merci Guillaume. Eh bien, tu me fournis une bonne transition. Moi, je voudrais dans cette partie revenir sur deux projets. Le premier, il date d'il y a 9 ans, donc vous le verrez, c'est absolument pas un projet d'actualité, mais c'est les premiers projets qui correspondent à la philosophie qu'on vous partage dans ce webinaire, sur lesquels nous avons travaillé il y a 9 ans. L'idée, comme le dit Guillaume, c'était la boucle online. Je dirais que c'est une boucle classique que vous connaissez tous si vous êtes dans le digital. On essaye de mesurer cette chaîne de valeur depuis des années, et c'est effectivement là qu'on a concentré nos efforts. Et la deuxième partie, c'est évidemment de regarder dans quelle mesure ces campagnes online qu'on exécute peuvent alimenter du trafic en magasin, des ventes en magasin, et donc participer à la bonne santé et à la bonne croissance de l'organisation qui est omnicanal dans la plupart des cas. Donc c'est un enjeu de compréhension, c'est un enjeu de connaissance, et puis c'est un enjeu, parce que si on comprend et qu'on connaît, on sait comment ça fonctionne et on a compris, eh bien on peut aller travailler une allocation budgétaire optimale.
Alors, deux projets sur lesquels on a eu l'occasion de travailler. Christelle, qui participe, qui prendra la parole sur la partie implémentation, mais a eu l'occasion de travailler sur ces sujets. Je vais vous résumer deux histoires de projets qui sont symptomatiques. La situation ProMode. ProMode, la situation qu'on a rencontrée quand on a commencé à travailler, qui était très simple. Comment faire quand l'équipe digitale dépasse ses objectifs chaque année avec une croissance à 2 chiffres, alors que l'ensemble des magasins se développe beaucoup plus modestement? Comment est-ce qu'on transforme un champion digital isolé dans sa tour en un contributeur, entre guillemets, à la performance de l'ensemble de l'entreprise? Ça, c'était la thématique de l'époque, c'était déjà il y a 9 ans. Et comment est-ce qu'on a travaillé sur ce projet-là? On a travaillé sur ce projet en utilisant les campagnes digitales et je dirais ce marketing à la performance que le digital a développé pour générer du trafic en magasin et donc des ventes. Comment est-ce qu'on fait ça? On construit une chaîne de tracking qui va de l'exposition à une campagne online jusqu'à une vente en magasin ou une entrée en magasin. Et puis, on construit des campagnes digitales ensuite qui sont dédiées offline. C'est que le champion digital, au lieu de travailler que pour sa paroisse, il se met à la disposition, entre guillemets, des magasins, de tous les magasins, de certains magasins, dans des moments forts commerciaux. Et il est capable désormais de mobiliser le savoir-faire digital et les opportunités publicitaires digitales pour remplir un objectif qui dépasse de loin la vente en ligne. Voilà, je ne passe pas plus sur tous les détails, mais en tout cas, c'était la thématique de l'époque. C'est une thématique qui est toujours valide, bien sûr. Je ne vais pas repasser sur chacun des éléments de résultat, mais je voulais vous les partager pour que vous compreniez à quel point c'était important. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé de façon très efficace. Deuxième projet, qui est tout à fait dans la veine de ce webinaire et qu'on a travaillé aussi il y a longtemps, c'était un projet qu'on a fait pour le Crédit Mutuel Nord-Europe, avec une équipe qui était très innovante. Le Crédit Mutuel Nord-Europe, c'est une filiale du groupe CICCM, Crédit Industriel et Commercial Crédit Mutuel. Et la situation était là aussi extrêmement simple. Comment on fait lorsqu'on est une banque classique, avec un réseau, pour se différencier et se battre contre ces pure players du monde bancaire qui viennent déranger le marché? Alors, c'était la thématique de l'époque, c'était une souffrance, entre guillemets, où c'était à la fois, c'était vraiment un obstacle stratégique sur lequel il fallait travailler. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en jouant sur ces atouts, c'est-à-dire l'existence d'un réseau de proximité. Ça, c'est la réponse la plus simple qu'on peut faire quand on pose cette question. Et puis ensuite, on réalise que finalement, nous avons tous changé de comportement et que nous avons de moins en moins dans ces agences de proximité, même si nous les demandons, mais nous les utilisons peu. Et donc, effectivement, pour le Crédit Mutuel Nord-Europe, seulement 18% des clients du Crédit Mutuel Nord-Europe à l'époque se rendaient dans l'agence régulièrement. Mais en revanche, on avait 6 millions de connexions par mois. Donc, on avait un levier digital qui était capable d'apporter beaucoup plus d'énergie au réseau qu'il ne le faisait historiquement. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise le levier digital pour alimenter le réseau et valoriser l'existence de ce réseau au travers des services qu'il peut rendre et de l'accompagnement qu'il peut apporter à un porteur de projet. Voilà. Donc, vous avez quelques résultats qui sont partagés à l'époque où c'était toujours une catégorie de produits particuliers qui étaient les projets immobiliers. On a travaillé beaucoup d'autres dimensions avec eux, mais en tout cas, c'est un projet qui était parfaitement dans la ligne de ce qu'on vous partage aujourd'hui. Voilà. Donc, je voulais prendre deux exemples un peu anciens pour montrer que ce n'était pas une thématique du moment, un buzz, une mode, etc., mais que c'était vraiment, comme le disait Guillaume, ancré dans la réalité business de la plupart de vos organisations. Deux projets travaillés anciennement. Et en synthèse, avant de repasser la main à Guillaume sur les projets actuels et les résultats qu'il obtient en ce moment, une synthèse qui est que dans les deux cas, dans ces deux projets, celui de ProMode, celui de CMLE, dans deux secteurs d'activité différents, on s'est heurté à la même thématique, qui est qu'à l'époque, autant cette chaîne de tracking était constructible, autant on était capable d'avoir une vue claire sur les impacts online et les impacts offline, autant il était difficile à l'époque, ça se faisait manuellement en mode projet et tout n'était pas prêt, d'activer publicitairement, en tout cas d'automatiser la chaîne publicitaire qui allait, une fois qu'on avait construit cette chaîne, qui refermait la boucle. Voilà. Donc on s'est heurté à un certain nombre de choses. Un, c'était très manuel, c'était en mode projet. Deux, il fallait un porteur de projet particulièrement, et je vais le dire très positivement, illuminé, c'est-à-dire créatif, innovant, qui était capable de convaincre autour de lui pour porter ces sujets-là, parce que c'était des sujets qui n'étaient pas spécialement à la mode, et donc il fallait beaucoup d'énergie et de force de conviction pour les mener. Et puis, on avait une connexion avec l'écosystème publicitaire qui n'était pas impeccable, et c'est là-dessus que ça redevenait un petit peu pénible d'avancer et de créer de la valeur.
Et je pense que là, ce que Guillaume va vous partager, vous montreront que les choses ont bien changé depuis. C'est pour ça que ce thème revient à l'honneur. Voilà. J'ai terminé pour ma partie. Et Guillaume, je te repasse la main pour que tu nous décrives. Super. Merci, Mickaël. C'est les JO avant l'heure. On se passe le relais. Si on passe sur le slide d'après, simplement, j'ai commencé à en toucher 2 mots dans l'introduction, mais en synthèse, 3 vertus à l'intégration des ventes hors ligne dans votre marketing digital, et là, en l'occurrence, sur les plateformes méta. La première, améliorer le ciblage et les audiences. On peut tout imaginer à partir du moment où les ventes en ligne sont branchées. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, je vous disais en introduction, j'ai plusieurs retailers qui m'ont dit gros focus cette année, c'est amener mes acheteurs magasins en ligne. On développe en plus de ça la marketplace. On a une offre bien plus large en ligne qu'en magasin. On veut les amener en ligne. Et ben, on peut très bien cibler tous les acheteurs magasins pour leur faire des campagnes d'acquisition digitale sur un catalogue produit beaucoup plus large. Ou alors, par exemple, qui n'a pas déjà eu cette expérience d'aller faire de la recherche de produits en ligne, par exemple chez un acteur de la maison ou de la décoration ou autre, de regarder plusieurs produits, puis d'aller l'acheter en magasin. C'est complètement l'effet repos dont on parle depuis des années. Et puis ensuite, pendant des jours et des jours, continuer à se reprendre les campagnes de retargeting sur Facebook ou sur Instagram du canapé. On se dit, le canapé, je l'ai acheté il y a 3 jours. Ils ne sont pas au courant chez XY que j'ai acheté le canapé. Bah, si on n'utilise pas les ventes en ligne, on n'est pas au courant. Et donc, on continue à perdre du budget, des impressions qui ne servent à rien, voire qui énervent le client. Et donc là, bah, on peut exclure tous les clients, comme on le ferait automatiquement si j'avais acheté ce canapé en ligne. Je l'ai acheté en magasin, ça m'exclut automatiquement des campagnes de retargeting en ligne. Le deuxième point, je ne vais pas revenir en Guillaume, détail. Et Guillaume, le mot-clé important dans ce que tu viens de dire, c'est automatiquement. C'est exactement sur ça qu'on butait à l'époque. Voilà. Derrière, on est tout en API. Évidemment qu'il n'y a pas besoin de petites mains pour aller automatiquement changer telle ou telle personne dans l'audience, tout ça de manière automatisée. Sur la mesure, Xavier en parlera bien mieux que moi, mais évidemment, donc à partir du moment où on a ces ventes, ça permet de faire tout type de mesures, de l'attribution, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de faire des mesures d'incrémentalité. Vous prenez votre base de clients en magasin, vous la matchez avec nos bases. Forcément, il y a de la déperdition. Tous vos clients ne sont pas forcément sur Facebook ou sur Instagram. Et ensuite, vous travaillez avec des cohortes, des cohortes de test, des cohortes de contrôle. Vous faites vos campagnes omnicanal et derrière, vous regardez comment est-ce que la cohorte qui a été exposée, par exemple, pendant tout le mois de septembre à une campagne sur Facebook ou Instagram, quel est son chiffre d'affaires? Quel est le chiffre d'affaires de la cohorte qui volontairement a été exclue de cette campagne? Donc, on n'a vu aucune pub sur Facebook et sur Instagram. Toutes choses égales par ailleurs. Si vous avez une campagne télé qui tourne à côté, ou vous faites du Google Ads, évidemment, qui continueront à voir ça. Et on regarde le différentiel entre ces deux cohortes. Et c'est ça vraiment qui va générer ce qu'on appelle un ROI incrémental. C'est-à-dire que pour 1 euro d'investi, je retrouve 2 euros, 5 euros, 10 euros de chiffre d'affaires incrémental. Et enfin, on parle un petit peu du futur, mais un futur relativement proche. C'est la capacité qu'on aura demain chez Meta à optimiser sur ces signaux offline et donc à vraiment aller non pas uniquement cibler et mesurer, mais à optimiser les algorithmes publicitaires pour diffuser au mieux sur la base de ces ventes magasins, aller chercher des jumeaux marketing, réduire les CPM, etc. Je voudrais vous présenter, mais on va passer vraiment rapidement sur chaque slide. Le but, c'est pas de rentrer dans le détail, mais vous montrer. Et encore, là, je vais vous présenter, je crois, 6 cas très rapidement. Mais il y a beaucoup plus d'entreprises qui aujourd'hui utilisent les ventes en ligne, les ventes magasins sur nos plateformes. On fait juste pas de cas public avec toutes, et notamment avec des très gros faiseurs, que ce soit dans l'alimentaire ou dans la distribution spécialisée. Premier cas avec Kiabi, qui utilise cette solution depuis maintenant assez longtemps. Vous voyez en bas un ROI incrémental de 4,6, c'est-à-dire pour 1 euro investi, 4,6 euros incrémentaux de chiffre d'affaires généré. Si on passe sur le slide d'après, c'est le cas de Conforama. Là, on est sur une typologie de produits et des paniers, bien évidemment, beaucoup plus forts que chez Kiabi. On a fait beaucoup de mesures avec Conforama.
sur l'impact sur les ventes magasins. On a déterminé un retour sur investissement incrémental de x37 pour 1 euro généré, 37 euros omnicanaux mesurés. Et surtout, le chiffre qui est très intéressant, c'est celui à droite, c'est-à-dire que 93% de cet incrément de chiffre d'affaires vient des ventes en magasin. Ce qui veut tout simplement dire que si on n'avait pas utilisé ces ventes magasins, on se serait privé de 93%, enfin en tout cas de la compréhension et de la mesure, de 93% de l'impact de la campagne. Donc en fait, ça montre que c'est plus un nice to have d'utiliser les ventes magasins, mais bien une quasi-obligation pour vraiment comprendre l'impact des investissements digitaux. Et comme je disais en introduction, ils sont de plus en plus élevés. Et donc forcément, il y a encore 5-10 ans, quand les investissements digitaux étaient marginaux, ce n'était pas forcément la priorité de comprendre leur impact sur les ventes magasins. Aujourd'hui, ça devient absolument primordial. Si on passe sur le slide d'après, vous avez le cas de H&M, donc textile. Vous voyez un ROI incrémental de 2,3 et ici 44% des ventes incrémentales venaient du magasin, d'où l'intérêt aussi de vraiment mesurer ça et de le faire plusieurs fois dans l'année sur des temps forts, sur des temps faibles, parce qu'aujourd'hui, je serais bien incapable de vous dire, vous, pour la marque X ou Y, qu'est-ce qui va ressortir de ces tests. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre présence sur les réseaux, ça dépend de la qualité de vos campagnes, de vos budgets, de la de la robustesse ou de la force de votre marque, de votre ratio entre vente en ligne, vente magasin. On a vu que c'était 93% de l'impact qui venait du magasin chez Conforama, c'est 44% chez H&M. Si on passe sur le slide d'après, vous verrez qu'on a encore un autre exemple avec C&A. Là, vous voyez, c'est le dernier chiffre en bas. C'est 83% de l'analyse d'impact qui vient du magasin et le retour sur investissement est lui juste au-dessus de 1 pour 1 euro investi, 8,3 euros de chiffre d'affaires incrémental généré. Et là, on a beaucoup parlé de retail, on va dire, traditionnel, que ce soit du fashion ou de la maison. Mais si vous passez au slide d'après, vous verrez que les marques de luxe s'y mettent également. Donc Rimowa, qui appartient désormais au groupe LVMH, utilise également cette solution avec un ROI de 2,2. Rimowa, pour la petite anecdote, enfin pas vraiment une anecdote, mais ils investissent bien évidemment sur leur vente en ligne, mais dans les marques de luxe, tout le haut de funnel, ce qu'on appelle l'awareness, la découverte de la marque, la considération est très important. Et donc, eux, ils utilisent principalement cela pour comprendre l'impact des campagnes de marque, donc très haut de funnel, sur les ventes magasins. Et aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les ventes magasins, vu qu'elles sont envoyées en temps réel, si vous êtes sur des cycles d'achat plus longs, ce qui est parfois le cas, on l'a vu chez un Conforama, lorsqu'on achète un canapé ou lorsqu'on achète une valise Rimowa, entre l'exposition publicitaire et la conversion, qu'elles sont en ligne ou en magasin, elles ne se passent pas forcément dans les 24 heures, contrairement à d'autres types de produits. Et donc ça, il suffit de regarder l'impact de la campagne dans le temps. Et même si la vente se passe quelques jours ou quelques semaines après, elle est également prise en compte dans le cadre de l'étude. Donc ça marche aussi très bien pour mesurer l'impact des budgets marques et des campagnes de marque sur les ventes. Parce que même si ce sont des budgets entre guillemets marques, la finalité de toute entreprise qui vend des produits, c'est bien de vendre ces derniers. Et dernier point aussi, vous voyez, on a Breitling, donc là on est vraiment dans le Ulux très haut de gamme qui utilise également les ventes magasins, boutique on dit plutôt dans le luxe que magasin, où vous voyez ici un incrément de 2 points. Voilà, donc là je vous ai montré 6 cas d'usage, on a beaucoup plus, on a malheureusement pas de cas public avec toutes ces enseignes et donc on s'est concentré sur cela. Voilà. Merci Guillaume. Voilà, oui, Xavier, je vais te donner la parole. C'est juste, je pense, j'espère que vous appréciez. C'est non seulement il y a une variété de secteurs d'activité, mais en plus vous voyez que les chiffres sont pas monolithiques, hein, ça bouge, comme le disait Guillaume. Les situations sont très différentes d'une enseigne à l'autre, d'une marque à l'autre.
Et ça vient illustrer très concrètement, dans une période où de temps en temps vous avez de la pression sur les budgets marketing, les budgets publicitaires, ça vient illustrer la manière dont on peut redéployer aussi la valeur qui est créée par l'équipe digitale autour des campagnes online. Et je vais passer la main à Xavier et Christelle pour descendre d'un cran et concrètement parler de la manière dont on peut implémenter KPI Offline. Xavier, c'est à toi. Bonjour à tous, Xavier Sureau, moi je suis Client Solution Manager chez Meta. Et effectivement, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas nouveau. La solution, en réalité, pour exploiter ces ventes magasins, ces ventes boutiques, vous la connaissez. Vous l'avez pour la plupart d'entre vous déjà implémentée. On se parle de KPI for Offline, KPI pour Conversion API. Si tu passes sur la slide suivante, Michael, vous allez comprendre que l'intégration serveur-to-serveur que vous avez précédemment réalisée pour transmettre la donnée web, vous l'avez réalisée notamment dans le cadre de la perte de la disparition annoncée des cookies tiers. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, initié cette migration. Vous avez connecté vos serveurs avec les nôtres pour faire transiter de la donnée web. Sachez que cette tuyauterie entre votre serveur et les nôtres n'a pas forcément pour vocation de transmettre que de la donnée web. Vous pouvez également y faire transiter de la donnée applicative, de la donnée de lead, de messages, mais surtout, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, de la donnée magasin. Finalement, la solution, vous la connaissez, c'est Conversion API qui peut faire transiter cette donnée magasin. Et on va voir sur les prochaines slides la façon dont on va l'implémenter. Mais je laisse la parole à Christelle pour expliquer dans quel cadre, finalement, on implémente ce Conversion API. Bonjour à tous, Christelle Maya, Customer Success chez Commanders Act. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez déjà mis en place toute la brique server-side au sein de Commanders Act. Vous avez déjà activé KPI Online qui provient des sources de données web ou des sources de données d'applications mobiles. Eh bien, pour activer KPI Offline, c'est exactement la même chose. Il va falloir aussi qu'on récupère et qu'on branche les sources offline. Donc, de gauche à droite, on va retrouver la récupération des sources offline, la transformation. Cette transformation, elle a pour but de rendre la donnée compatible au bon format demandé par KPI. Ce format, il est haché en SHA-256. Et dans la procédure, au niveau des étapes, on va derrière activer la destination KPI Offline. Donc, Michael, on va rajouter une petite couche supplémentaire et on va rentrer dans le détail très, très concrètement comment ça se matérialise. Si tu peux changer de slide, Michael. Donc, 3 grandes étapes pour la mise en place. Donc, dans un premier temps, on récupère la donnée, donc vos données magasins, mais ça peut être aussi d'autres données offline. 2 méthodes pour la récupération, soit par fichier plat, soit par API. Par API, dans ces cas-là, l'IT aura un peu plus de travail, ils mettront en place ces appels API. Par fichier plat, on définira avec votre équipe IT le protocole d'échange de données. Derrière, on a donc ce retraitement de la donnée qui permettra d'avoir le bon format et d'être conforme à ce dont demande KPI et aussi conforme RGPD. Dans le traitement de la donnée, à savoir aussi qu'on a la possibilité de rajouter des règles, des contraintes. Typiquement, si je récupère par exemple toutes les données magasins worldwide, avec le traitement de la donnée, je vais pouvoir aussi rajouter des filtres qui diraient finalement, je vais cibler uniquement que sur mes ventes magasins France. Donc, on sera en mesure, depuis l'interface Commanders Act, de mettre en place ces types de fonctionnalités, ces types de règles pour transmettre la donnée en server-side. Et dernière étape, du coup, on active l'activation de KPI Offline. Cette activation, derrière, elle est déjà préparamétrée au sein de notre destination. On va retrouver aussi toute une partie monitoring de la donnée qui nous permet de réaliser la recette et s'assurer que derrière, on est conforme sur le format de la donnée, sur aussi toute une partie alerting qu'on peut activer. Cette partie alerting, elle est sur 2 niveaux. Dans un premier temps, on va vérifier que la donnée est bien conforme à ce dont attend KPI Offline. Et le second niveau, c'est qu'on va aussi vérifier les retours d'appels serveurs. S'il y a des erreurs, on est en mesure de s'envoyer des alertes sur ces anomalies et de pouvoir les corriger en temps réel. Ces alertes, on peut se les envoyer soit par email, soit par Teams, soit par Slack. Et tout ça se fait avec l'équipe métier et le consultant qui vous accompagne. À savoir que lorsqu'on met en place
tout ce setup de récupération de la donnée, on peut le capitaliser avec l'activation d'autres partenaires qui sont disponibles au sein de l'interface. C'est-à-dire que ce travail, une fois qu'il est fait, on va pouvoir aussi le réexploiter pour l'activation de d'autres partenaires, d'autres destinations disponibles dans l'interface. Oui, ce que Christelle dit est important. Cet effort pour faire remonter les ventes magasins, je dirais, vers notre plateforme dans le cas présent, mais pour les rendre accessibles à ce marketing à la performance qu'on décrivait, vous ne le faites qu'une fois. Une fois qu'il est fait et que la source nous alimente régulièrement avec ces données, je dirais que l'ensemble des opérations, le reste des opérations se fait soit sur notre plateforme, soit du côté de Meta, mais vous libérez vos équipes techniques de cette charge. C'est un point important. Et deuxième point, c'est un mot-clé que Christelle a prononcé 2 fois, c'est le temps réel. Alors effectivement, dans la récupération de la donnée, il y a une méthode qu'on recommande particulièrement, qui est évidemment les API, parce qu'on pense que le monde digital qui va arriver sera construit autour des API et du temps réel. Mais de temps en temps, votre système d'information ou la bande passante de vos équipes techniques fait que vous n'avez pas tout à fait la possibilité d'adopter l'API immédiatement. Et donc, on est capable de travailler avec des fichiers plats qui sont beaucoup plus simples à émettre et à partager pour vos équipes techniques. Il y a un projet sur lequel on travaille sous cette forme-là. Et l'enjeu du temps réel, quand même, pour pouvoir sensibiliser vos équipes des équipes autour de vous, le temps réel est d'autant plus important que l'IA est en train de faire son apparition et que l'IA, c'est de l'optimisation en continu permanente. Donc, plus les données sont réelles, plus le flux de données suit la vie réelle, meilleur c'est en termes d'optimisation et aussi optimisation pour faire plus et pour éviter de gâcher, entre guillemets, comme Guillaume le prenait l'exemple des ventes qui sont déroulées en magasin mais qu'on n'a pas remonté sur la partie online. Voilà, c'est du budget qui est gaspillé tant qu'on n'a pas l'information. Donc voilà un peu l'enjeu sur le temps réel dont parlait Christelle. Donc, très concrètement, on travaille avec Gémeaux qui avait déjà mis en place le server-side, mis en place Capi Online. Ils avaient en effet l'enjeu d'avoir une mesure complète, de fermer la boucle et aussi d'optimiser de l'omnicanalité. Donc, on est en train de mettre en place avec eux toute la partie offline. D'une part, pour soulager les équipes dans la maintenance de transfert de la donnée. Donc, ils nous délèguent ce travail-là. Et d'autre part aussi, pour que les équipes métiers ont cette vue sur la donnée qui est transmise, sur les volumes qui ont été envoyés. Donc, dans un premier temps, pour faciliter les échanges et pour la première mise en place en temps 1, on le fait par fichier plat. Mais on n'exclut pas l'idée, derrière, de récupérer les ventes magasins par API et pour en effet activer le temps réel. Mais ça a été plus simple de le faire par fichier plat. La donnée, on l'a donc retransmise, hachée, pour qu'elle soit complètement au format attendu par Meta. On est en plein dedans, les recettes sont en cours. L'objectif, c'est qu'on automatise ce traitement de la donnée courant de cet été et qu'on ait les premiers résultats dès septembre. Et on n'hésitera pas à vous communiquer lors d'un prochain webinaire ou d'un livre blanc. À voir. Exactement, on fera sans doute une suite à ce webinaire d'aujourd'hui. Merci Christelle. Merci Christelle. Merci Christelle. Mickaël et Christelle vous ont en fait déjà donné un certain nombre de bonnes pratiques sans le savoir, ou à demi-mot en tout cas. Je vais prendre ma casquette de Meta et même plus globalement sur l'ensemble des plateformes qui souhaiteraient exploiter cette donnée offline. Les bonnes pratiques, elles sont simples. Utiliser la donnée la plus récente possible. Ce que l'on recommande, c'est d'envoyer la donnée dans l'heure, dans le meilleur des cas, à minima de l'envoyer dans les 24 heures. Il faut que cette donnée, elle soit unique. Chaque vente doit avoir un ID, un numéro. Rassurez-vous, si vous nous envoyez 2 fois la même vente avec le même numéro, nous pourrons évidemment procéder à la déduplication. Et enfin, cette donnée, elle doit être la plus complète possible. La plus complète au niveau des paramètres utilisateurs, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email, donnée qui sera évidemment hachée, on le verra juste après, et le plus de paramètres qui vont servir aux événements. La valeur du panier, la typologie de produit, la région du magasin, le nom du magasin, ce sont autant d'informations que l'on vous encourage à intégrer au flux de façon à ce que l'on puisse derrière mener un certain nombre d'analyses qui seront dépendantes de la qualité et de la granularité de l'information que vous nous transmettrez.
Sur la slide suivante, vous allez voir concrètement à quoi ressemble un flux de données. Un flux de données, il est mis en exemple comme ça sous la forme d'un tableau Excel. On a de façon assez classique, pour une vente, la vente X322, on aurait des paramètres utilisateurs. Cette vente a été réalisée par xaviersureau@gmail.com, son nom, son prénom, son numéro de téléphone. Pourquoi ces informations? Si vous envoyez seulement l'adresse email, il se peut que l'adresse email que j'ai confiée à Gémeaux, par exemple, ne soit pas la même que celle de mon compte Facebook ou de mon compte Instagram. Si vous envoyez par ailleurs le nom, le prénom, le numéro de téléphone, ce sont autant de données qui vont nous permettre de matcher, de faire le rapprochement entre un client côté annonceur et un utilisateur côté méta. Donc j'insiste sur l'exhaustivité de ces informations utilisateurs et encore une fois, un certain nombre d'événements clients, la valeur du panier, la typologie, le montant, la date, l'heure d'achat. Pardon, je me permets de rajouter un petit complément d'information. On a bien conscience que vos équipes techniques peuvent avoir des bases de données différentes entre les achats et les données d'individus. Sachez qu'avec Commanders Act, et c'est ce qu'on a fait avec IABI très concrètement, on est en mesure de faire de l'enrichissement de données. C'est-à-dire qu'on est en capacité de récupérer une base de données individu et d'enrichir cette base de données avec une clé commune, avec votre base d'achat. Tout ça se fait à l'intérieur de l'interface, c'est customisable, c'est pas une boîte noire et vous êtes complètement autonome pour la réalisation de cet enrichissement au sein de Commanders Act. Pour vous rassurer, j'en parlais tout à l'heure, Christelle le mentionnait aussi, la donnée que vous nous transmettez, on le verra sur la slide suivante, elle est hachée. Vous devez hacher cette donnée. Elle va nous servir à procéder au matching, à la mise en correspondance. Et dès lors qu'il y a correspondance ou non, cette donnée est de toute façon supprimée dans les 48 heures qui suivent ce processus de matching. Donc rassurez-vous, encore une fois, vous maîtrisez la donnée que vous nous envoyez, elle est hachée et elle est évidemment juste après supprimée. Et sur la dernière... Pardon, petite précision aussi, si cette donnée, lorsqu'elle nous est transmise, elle est en clair, automatiquement, on a des transformateurs à l'intérieur des destinations qui hachent la donnée. Je me permets juste de compléter. Tu fais bien. Et sur la slide suivante, vous allez voir la façon dont ça se matérialise directement sur l'interface. On peut passer cette slide qui rappelait les bonnes pratiques qu'on vient de détailler. Une fois que vous avez intégré ce flux de données magasin, vous allez voir qu'on va pouvoir voir directement sur l'interface, sur la slide suivante, quel est le volume d'affaires, le nombre de transactions que l'on peut associer à chaque campagne. On parle ici d'attribution. Ma campagne de prospection a touché X milliers d'utilisateurs. On a eu un certain nombre de clics, mais derrière, on a surtout eu des ventes magasins et un volume d'affaires en magasin. On se parle ici d'attribution. Ce sont les personnes qui ont été exposées, qui ont vu la campagne, potentiellement cliqué dessus et qui ensuite se sont déplacés pour aller en magasin. On a réussi à collecter cette donnée, à la matcher, à la rapprocher à la campagne et on est donc du coup en mesure de déterminer un retour sur investissement omnicanal, combien j'ai investi sur ma campagne, quel a été le volume d'affaires web, quel a été le volume d'affaires magasin, quel est mon volume d'affaires total. Guillaume l'introduisait tout à l'heure, mais en réalité, il y a deux méthodes de mesure sur la slide suivante. On se parle d'attribution ici, mais ce qui nous semble en tout cas beaucoup plus intéressant, ce sont ces fameuses ventes incrémentales, où on va comparer une baseline, on va isoler dans la population que vous allez cibler une partie de cette population que l'on va mettre dans un groupe contrôle que l'on va volontairement priver d'exposition. On va être en mesure de suivre ce groupe contrôle, de voir finalement quel est son comportement naturel, de quelle mesure il se rend en magasin, quel est son taux de conversion finalement naturel en magasin, et on va être capable de le comparer avec le suivi des utilisateurs qui auront été exposés à vos campagnes. J'espère, et on l'a vu dans la plupart des case studies, les personnes exposées à vos campagnes marketing ont a priori tendance à mieux transformer que les autres, et c'est ce volume d'affaires dont on parle quand on se parle d'incrémentalité. Sur la slide suivante, vous avez la façon, un petit schéma qui explique la façon dont on procède à ce type de test. Encore une fois, l'ensemble de votre population cible, une partie dont on va volontairement se priver d'exposition, et on challenge, toutes choses égales par ailleurs. Encore une fois, groupe test, groupe contrôle, les deux populations auront pu être exposées et biaisées par de la télé, par une météo capricieuse, par quelques facteurs que ce soit, on est capable de déterminer quelle est la valeur incrémentale de vos publicités dans l'écosystème de Meta. Et sur la slide suivante, vous allez voir que ce type de mesure, en réalité, il faut l'envisager au long cours.
Ce n'est pas un test qui va forcément vous donner la vérité universelle. On l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut être biaisé un temps fort, un temps faible. En tout cas, nous, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a une sorte de bonnes pratiques pour ces roadmaps de mesure. Première partie, on implémente effectivement les ventes offline et on mesure cette baseline. On est capable de se dire quel est finalement mon ROI incrémental standard. Ensuite, derrière, on va chercher à optimiser, savoir si on met plus de branding, quel est l'impact sur mes ventes magasins. Si on fait plus de prospection, plus de retargeting, on va commencer à jouer sur un certain nombre de facteurs pour optimiser non plus à l'aide des ventes web, qui représentent que 10 à 20%, mais sur l'ensemble de votre volume d'affaires. Et derrière, on est capable de scaler. Sur la slide suivante, je vous propose différents tests pour optimiser. On peut par exemple aller travailler les audiences, le targeting, même la créa, et voir de quelle manière intégrer par exemple de la vidéo, intégrer des créateurs dans votre mix créatif permet in fine d'aller générer plus de business en magasin. C'est vraiment ce triptyque, hein, mesure de la baseline, optimisation des campagnes, pour derrière scaler et optimiser avec une vision omnicanal, qui est pour nous vraiment le joyau à aller chercher dans ces roadmaps de mesure omnichannel. Merci Xavier. Conclusion. Alors on démarre, comme Alain démarre sur la partie conclusion. Donc je suis passé vite sur qui on était, mais nous sommes éditeurs d'une plateforme. Cette plateforme, elle est server-side. Elle a anticipé la fin annoncée des cookies tiers et elle s'est dit que finalement le monde qui se dessinait n'avait rien à voir avec le monde dont on venait et qu'il fallait de nouveaux outils, une nouvelle approche, une nouvelle plateforme pour bien travailler avec ces nouvelles opportunités. Donc voilà, c'est notre plateforme server-side, elle vise à vous confier un petit peu plus d'agilité, un plus grand contrôle de vos données face à toutes ces opportunités-là. Agilité parce que comme d'habitude, vous allez retrouver une dépendance à l'IT et l'IT a un certain nombre de sujets à traiter qui occupent déjà beaucoup les équipes. Donc l'idée, c'est de remettre le métier en situation de pouvoir essayer, mettre en place, désimplémenter, tester, optimiser facilement. Donc c'est tout l'objectif de cette plateforme qu'on a imaginée. Et elle vous permet notamment d'augmenter votre regard, hein, de l'étendre à une vision omnicanal. On n'est plus uniquement sur du tracking web, on est sur du web, on est sur du mobile, on est sur du server-side pur, c'est-à-dire d'échange de serveur à serveur directement, et puis on est sur une partie vente offline, magasin. Je pense que ça, c'est un axe très, très important de ce dont vous allez avoir besoin. Et vous allez en avoir besoin en sortant du mode projet qu'on a tous connu historiquement, mais qui fait que les choses vont doucement et nécessitent beaucoup de coûts et génèrent beaucoup de friction. Donc, c'est tout l'enjeu. Plus grande agilité, autonomie des équipes digitales, je vous en ai parlé, et la boucle vertueuse dont parlait Xavier et Guillaume pour comprendre et optimiser le média, c'est-à-dire arriver à créer des campagnes, les optimiser, et étudier leurs résultats et lancer de nouveaux cycles qui vous permettront d'aller plus loin. Et dernière dimension, qui est importante aussi, on est en 2024, on est post-RGPD. Le RGPD a modifié un grand nombre de principes et de façons de raisonner, de fonctionner. Et effectivement, la plateforme tierce, elle vous permet d'avoir une agilité totale sur à la fois l'implémentation, mais la protection, la sécurisation et donc d'avoir des conditions de partage de vos données qui sont essentielles pour que vos partenaires médias puissent générer de la performance, mais dans un cadre qui vous protège, entre guillemets, et sur lequel vous pouvez agir à tout moment. C'est tout l'enjeu d'une plateforme tierce, plutôt que de développer en mode ad hoc des partenariats avec les uns et les autres qui sont difficiles à maintenir et qui, au fur et à mesure que vous grandissez, génèrent une charge de travail très importante. Le plan d'action. Le plan d'action, je vais faire si ça te va Xavier, je vais parler du lundi. Tu vas prendre les 60 prochains jours et puis on définira les 3 prochains mois ensuite. Lundi, qu'est-ce que vous faites? Idéalement, vous partagez ce nouveau paysage qu'on vous a décrit avec vos équipes. L'omnicanal, forcément, ça implique de nombreuses équipes. Donc, c'est un sujet que vous ne devez pas garder dans votre poche, mais que vous devez au contraire partager. Et un des messages que moi, je pense très, très fondé, très sincère, c'est que la mesure média omnicanal est désormais beaucoup plus simple qu'elle ne l'a été. Et donc, elle devrait devenir quelque chose de beaucoup plus courant, de beaucoup plus standard qu'elle ne l'a été. Si vous avez déjà une plateforme server-to-server-side, vous pouvez dès maintenant regarder ce qu'elle est capable de faire, comment elle peut le faire, etc. Si vous avez un GTM client-side pour l'instant, vous n'avez pas encore basculé dans le monde du server-side, vous pouvez le faire avec nous comme vous pouvez le faire avec SGTM, vous le savez.
Et puis, vous préparez l'ajout de KPI Offline à la liste des use cases. Vous aviez KPI Online comme Xavier le partageait. KPI Offline, c'est une nouvelle destination à partir d'une nouvelle source. Voilà, mais c'est un nouveau use case que vous pouvez développer. Xavier, je te laisse prendre la main sur les 60 prochains jours, qui correspondent bien à l'expertise que vous avez. Bien sûr. Vous l'avez compris, ce choix, en réalité, il s'impose à nous tous, compte tenu de ce volume d'affaires qui est largement majoritaire en magasin. Mais ça va forcément impliquer un process qui va nécessairement impliquer plus de parties prenantes au sein de vos entreprises. On a nécessairement besoin d'avoir un aliment technique. Où se trouve cette donnée? Qui la stocke? Qui est capable de la requêter? Qui est capable de l'exporter derrière? On va aussi avoir besoin de mandater des services juridiques pour valider le fait que vous soyez en mesure de nous transmettre cette donnée. On a aussi besoin de mettre dans la boucle la sécurité. Et on a surtout besoin de s'aligner d'un point de vue marketing pour ne plus finalement considérer votre action qu'à l'aune de ce petit périmètre online, mais c'est finalement le contrôle de gestion et l'ensemble de vos KPI de suivi, peut-être même votre reporting qui va devoir évoluer pour considérer finalement l'ensemble de l'impact que vous réalisez, ne plus uniquement valoriser ces 20% dont on se parlait tout à l'heure, mais bien valoriser les 100%. Donc ça nécessite forcément une conduite du changement assez importante et le fait de faire entrer d'autres personnes dans la boucle, je l'ai dit, le juridique, la technique à minima, souvent la sécurité et le contrôle de gestion en général. Dans les 3 prochains mois, alors j'ai mis 3, je me suis fait, j'ai pris sur moi pour mettre 3. On est mi-juillet, donc forcément mettre 1 mois, 2 mois, c'était peu réaliste puisque tout le monde partira en vacances bientôt. Mais 3 prochains mois, c'est vraiment, je vais insister sur le fait que c'est relativement facile quand même de monter ces données-là. Le seul point que vous avez à travailler, au-delà de l'alignement de tout le monde dont parlait Xavier, c'est l'alimentation de plateformes avec des données de vente magasin. Mais dans les 3 prochains mois, vous pouvez obtenir les premiers chiffres d'abord, donc le tableau dont le présentait Xavier avec les ventes offline. Vous pouvez avoir des analyses de vision incrémentale et vous pouvez, je dirais, fine-tuner votre dispositif de mesure en fonction de ce que vous apprenez, de ce que vous comprenez. Donc ça, c'est une première étape importante. Et puis ensuite, c'est évidemment pas un process qu'on laisse tourner comme ça sans s'en occuper. Xavier et Guillaume l'ont partagé. Il faut faire des mesures régulières, il faut faire des mesures pendant les temps forts, pendant les temps faibles. Il faut manipuler, entre guillemets, cette donnée, cette réalité pour bien la comprendre, bien la connaître. Et c'est comme ça que vous connaîtrez mieux votre dispositif, votre marché, vos clients, et que vous saurez faire les bons investissements en optimisant au maximum la qualité de ce qui est dépensé. Donc, c'est des ajustements tactiques pour améliorer les performances, profitabilité du dispositif omnicanal et satisfaire le contrôle de gestion et la finance qui ont quand même la main dans beaucoup de cas aujourd'hui, en tout cas qui s'intéressent à ce budget média qui est important et qui est à la source de toute la croissance possible de l'organisation. Voilà, et avec ça, on a, si je ne me trompe pas, terminé ce qu'on voulait vous présenter. Et je vous propose de passer tout de suite sur des questions, puisqu'il y en a un certain nombre. Et je prends une première question qui sera pour vous, Guillaume et Xavier. Une fois le setup finalisé, est-ce qu'on peut imaginer de bider automatiquement en ultra local, je reprends les termes exacts de la question, sur la base d'un iROS spécifique par magasin? La réponse va être oui, mais pas si facile. Pas si facile parce que ça fait cohabiter en fait deux dimensions. La première, le tracking des ventes offline, on l'a vu, assez simple à mettre en œuvre. C'était l'objet du webinaire de ce jour. Par contre, la dimension ultra locale, elle impose la plupart du temps de passer par des partenaires externes qui maîtrisent véritablement ce ciblage à ultra local. D'ailleurs, nous, d'un point de vue méta en tout cas, on est tout à fait capable de remonter les ventes du magasin X auprès de la campagne Y. On est capable de faire ce matching. Donc oui, techniquement, mais il faudra sûrement s'appuyer sur des partenaires externes. Merci Xavier. Deuxième question. Quid si la remontée des ventes offline se fait à J+1, avec l'horaire d'achat, un timestamp associé à la vente, versus le temps réel, est-ce que l'algo est capable de réinterpréter la data pour l'attribuer correctement? Eh bien, pour répondre à Jérôme, oui, c'est tout à fait possible. En réalité, et comme c'était le cas par le passé avec l'import d'un fichier plat, on a jusqu'à 90 jours pour importer cette donnée.
Maintenant, quand on vous encourage à le faire au quotidien ou idéalement à l'heure, vous aurez nécessairement beaucoup plus d'impact en le faisant le plus rapidement possible. Les exemples que disait Guillaume, que mentionnait Guillaume tout à l'heure, le fait d'exclure une personne, une campagne de retargeting, alors qu'elle vient de transformer au magasin, on a tout intérêt à le faire dans l'heure, sinon dans le jour. Sinon, encore une fois, ce sont des impressions qui risquent d'être coûteuses et déceptives. Donc oui, mais on vous encourage à le faire le plus rapidement possible, encore une fois, pour de la mesure et pour de l'efficacité publicitaire. Merci Xavier. Quel est le lien, entre parenthèses, identifiant entre un client qui achète en magasin et un internaute qui a vu une pub? Donc nom, prénom indiqué lors de l'achat, carte de fidélité, compte personnel Meta, autres. Quelles sont les limites? C'est-à-dire si l'acheteur ne s'identifie pas en magasin, que se passe-t-il? Alors on a besoin nécessairement, pour répondre à Fred, d'avoir une identification en magasin. On parle de taux de capture. On sera aujourd'hui difficilement en mesure d'aller réconcilier 100% des ventes qui se passent en magasin. On va la plupart du temps s'appuyer sur un programme de feed, bien connu de la GSA, bien connu aussi de la GSS, qui va nous permettre de récolter des paramètres d'information personnelle. Je l'ai mentionné tout à l'heure, le mail qui est fondamental, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, toutes ces informations, encore une fois, hachées, vont nous permettre de faire la correspondance avec des informations dont nous disposons côté Meta pour faire le lien entre ce comportement d'achat offline et la campagne, l'exposition qui a eu lieu online. Encore une fois, le mail, c'est sûrement la dimension la plus importante et celle qui contribue le plus au matching. Mais je vous donnais mon exemple tout à l'heure. Je ne donne pas forcément mon adresse email principale lorsque je réalise un achat. Et donc, il est de bon ton d'avoir des sécurités supplémentaires et de transmettre d'autres facteurs qui vont nous permettre d'améliorer ce matching. Donc, pour être bien clair, un retailer qui n'a pas de programme de fidélité ou qui ne capture pas par un moyen X ou Y d'informations personnelles en caisse ou même après, n'est pas éligible à ce type de solution. On ne fait pas de la magie non plus. Donc là, il y a d'autres moyens, des MMM, Marketing Mix Modeling ou autres pour mesurer les impacts. Mais en tout cas, ce n'est pas via cette solution. Il faut à minima lui donner une donnée personnelle. Exactement, là, pour compléter ce que vient de partager Guillaume, effectivement, l'approche qui vous a été décrite aujourd'hui, c'est une approche qui essaie d'être déterministe. Donc, on retrouve un lien et un lien direct. Quand le lien direct n'est pas activable, effectivement, on bascule dans des approches statistiques et de l'économétrie qui va essayer d'analyser des niveaux d'investissement et des niveaux de vente. Pour revenir sur le cas Promote dont j'ai parlé, qui était un cas ancien, à l'époque, le principe d'identification, parce que je vous ai partagé un chiffre qui était de peut-être 60 ou 70% de ventes identifiées en magasin, c'était lié à la facturation électronique, le fait de recevoir son ticket sur son adresse mail. C'est comme ça qu'à l'époque, le Promode, et c'était pas les seuls, mais c'était un process assez intéressant, assez important pour pouvoir justement faire ce lien entre la vente en magasin et puis d'éventuelles expositions annuelles. J'ai une question pour... alors, en fait, j'avais une question pour Guillaume, mais en fait, Guillaume, on vient de me l'appliquer. Donc, Benoît nous demande à quand la possibilité de piloter les campagnes Meta sur un objectif de vente en magasin? Le à quand, on n'est pas en mesure malheureusement de vous y répondre. En tout cas, on se parle d'un temps très court, potentiellement H2 2024. Donc, ça peut arriver très vite. Maintenant, ça va être un processus de rollout qui va être progressif, qui va être potentiellement cloisonné à certains pays, certains annonceurs. En tout cas, ça arrive. Aujourd'hui, vous avez la possibilité effectivement, pour répondre à Benoît, de faire des campagnes de branding pour générer du trafic en magasin. On se parle là d'objectifs de campagnes qui vont être objectivés sur des ventes en magasin et on intégrera ces ventes pour nourrir l'algorithme, pour faire en sorte que vos campagnes de performance soient les plus performantes possibles, on, off et omnicanal. Et est-ce que, puisque ça pourrait sortir H2 2024 sans engagement, mais puisque c'est un futur proche, comme tu le dis, est-ce qu'il y a déjà des marchés ou des annonceurs qui sont en train de tester des choses? C'est comme tout produit, lorsqu'on dit H2, c'est un potentiel et de toute façon, vu que c'est quand même des rollouts assez massifs ou autres, ça passera par des phases d'alpha, de bêta ou autre. Pour l'instant, il est trop tôt pour communiquer sur quoi que ce soit.
Par contre, typiquement, le jour où ça arrive en France et qu'on a une alpha ou bêta et qu'on a une place, 5 places, 10 places ou autre, évidemment que les annonceurs prioritaires, ce seront ceux qui sont déjà branchés avec des qualités sur des qualités de transmission fortes, donc des datas récentes, avec des bons taux de matching, des volumes importants, etc. Et puis comme tout produit qui est en alpha bêta aussi, c'est-à-dire que c'est un produit qui n'est pas encore 100% définitif et que dans ce cas-là, il faut accepter aussi de travailler avec les équipes produits, de faire du feedback, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de choses à communiquer. Mais par contre, comme je l'ai dit en intro, c'est réellement la priorité de la boîte. On met les moyens dessus, donc ça va arriver vite. Et je pense qu'il faut aussi voir ce dernier aspect comme étant uniquement la cerise sur le gâteau. Vous avez aujourd'hui la possibilité de revoir totalement votre mix marketing pour générer finalement plus de business au global. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un investissement qui est très orienté sur la perf parce que vous regardez uniquement la performance web. Et donc, du coup, ces campagnes de perf, de génération de vente, de retargeting, elles ont l'impression d'être très efficaces seulement sur les 10% du volume d'affaires que vous êtes en mesure de capter. Quand on regarde l'ensemble du périmètre, peut-être que ça vous fera faire des choix qui sont tout autres. Peut-être que vous ferez plus de branding, peut-être plus de reach, peut-être que vous aurez une approche créative différente. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, cette roadmap de mesure qui, dès lors que l'on visualise l'impact sur les ventes offline, peut déjà avoir des impacts structurels sur vos campagnes. Et demain, effectivement, on pourra optimiser dessus et le faire de façon automatisée. Mais c'est véritablement une révolution que simplement d'y avoir accès et de les intégrer dès aujourd'hui. Oui, et je vois dans de nombreuses discussions qu'on a avec les équipes digitales, c'est dans certains secteurs d'activité, la conjoncture ne fait pas tout à fait de cadeau. Les directeurs financiers s'intéressent aux budgets médias qui sont importants et dont ils veulent être sûrs qu'ils sont bien investis. Et effectivement, la recommandation de Xavier est importante. Il y a sans doute, et nous on le voit aussi au travers de l'acquisition d'Adloop qu'on a pu faire en septembre et qui traite de ce sujet attribution-contribution, il y a sans doute des budgets à aller chercher qui sont aujourd'hui déjà dans votre enveloppe budgétaire, mais qui sont sans doute pas forcément alloués de manière optimale et sur lesquels vous pouvez déjà trouver. Effectivement, le fait que si vous voulez aller vers des campagnes ultra ciblées magasins plus tard, il faudra en tout cas monter sur la première marche qui est le KPI offline, et c'est tout l'enjeu d'aujourd'hui de vous dire allez-y tout de suite, il y a des gains immédiats et vous serez dans le track pour monter sur la marche suivante. Ensuite, c'est vraiment quelque chose où on croit. Et par ailleurs, et personnellement, je rajoute une chose, c'est vrai qu'on a peut-être terminé avec cette ère du champion digital qui explosait tous ses objectifs dans son organisation. Et on est maintenant dans une phase de maturité un petit peu différente où le digital est moins une tour d'ivoire et un petit peu plus une expertise et un savoir-faire au service de l'ensemble de l'organisation. Et c'est tout ce qui va se jouer maintenant, qui, je pense, est super intéressant en termes de progression et de maturité pour cette culture digitale qu'on défend tous. On devait vous tenir jusqu'à 17h30, il est 17h33. Par respect pour vos agendas et vos vies professionnelles et familiales, nous allons vous libérer. J'espère que le webinaire a été à la hauteur de vos attentes. C'est évidemment un début. On aura, comme on vous l'a dit, d'autres séries de partages sur ce potentiel-là, qu'on pense extrêmement important, extrêmement intéressant pour vous. Je voudrais remercier à nouveau Guillaume et Xavier de leur participation et du temps qu'ils ont consacré à la préparation et à ce webinaire. Merci à Christelle également de s'être joint à nous dans une période qui est chargée, puisque les vacances arrivent bientôt et que les projets ne s'arrêtent jamais. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup.